Bienvenue pour ce premier cours de chimie niveau première spécialité. Ce chapitre s'intitule Détermination de la composition du système initial à l'aide de grandeurs physiques. En chimie, nous allons travailler avec des réactions de transformation chimique, comme vous avez vu l'année dernière. Et en réalité, dans ce chapitre, ce qu'on appelle le système, c'est la réaction de transformation. Le système initial étant simplement les réactifs, c'est-à-dire les atomes ou les molécules qui vont réagir ensemble et permettre d'avoir une réaction chimique. La première grandeur physique que nous allons voir est la masse molaire. La seconde, le volume molaire. La troisième, la concentration molaire. Et enfin, l'absorbance. Nous allons donc voir ce cours en 4 parties, plus ou moins importantes, et nous allons avoir une formule à retenir pour chacune de ces parties. Lorsque je vous ai parlé de ces 4 parties, vous avez entendu plusieurs fois le mot molaire. Et vous voyez dans la plupart des formules un petit n qui correspond à la quantité de matière, que, comme vous avez vu l'année dernière, s'exprime en mol. Nous commençons par faire un petit rappel sur ce que c'est que la quantité de matière. En physique-chimie, pour étudier le monde qui nous entoure, on utilise des grandeurs, comme la longueur pour mesurer des distances, la masse pour pouvoir peser des objets, ou comme vous avez vu plus récemment en classe de seconde, la quantité de matière pour compter les entités chimiques. Donc, si l'unité choisie pour mesurer les distances est le mètre et celle pour peser les masses est le kilogramme, pour évaluer la quantité de matière, on utilisera la mole. De la même manière que 1 mètre représente une distance de 100 cm, une mole représente une quantité de matière de 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques, donc un très grand nombre. Je vous rappelle également qu'une entité chimique, ça peut être un atome. Si on parle d'une mole de fer, elle contiendra 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Mais ça peut aussi être une molécule. Si on parle d'une mole d'eau, la mole d'eau, elle contiendra 6,022 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Toutes les molécules ne sont pas représentées ici, car il aurait fallu en dessiner 600 000 milliards de milliards. Ce très grand nombre, 6,022 fois 10 puissance 23, on l'appelle la constante d'Avogadro. C'est le nombre d'entités chimiques contenues dans une mole. Quand on prend un échantillon ou un bout de matière, on peut calculer la quantité de matière qu'il contient, ou autrement dit, combien est-ce qu'il y a de moles dans cet échantillon, en utilisant la relation suivante. Le petit n représente la quantité de matière, en moles. Le grand N est le nombre d'entités chimiques contenues dans ce bout de matière, c'est donc un nombre sans unité. Et grand N indice petit a, c'est une constante qui vaudra toujours 6,022 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Ce Na, c'est le nombre d'Avogadro, le nombre d'entités chimiques contenues dans une mole. Donc une mole, c'est toujours un paquet de 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Si par exemple mon échantillon de matière contient 3,011 fois 10 puissance 23 entités chimiques, alors ma quantité de matière correspondante sera de 0,5 mol, car si je divise ce nombre par la constante d'Avogadro, j'obtiens 0,5. Donc on pourrait dire un demi-paquet d'entités chimiques, si on considère qu'un paquet d'entités chimiques c'est une mole. Si par contre mon échantillon de matière il est plus conséquent et qu'il contient 12,044 fois 10 puissance 23 entités chimiques, alors la quantité de matière correspondante sera de 2 mol, puisque si on divise ce nombre par la constante d'Avogadro, on obtient 2. Juste une petite remarque ici, lorsqu'on écrit mol dans le résultat, l'unité mol ne prend pas de E. En revanche, si on est en train d'écrire un texte, le mot mol prendra un E à la fin, voire un E et un S, puisqu'il faut parfois l'accorder. Nous n'allons pas détailler ici, car vous allez voir qu'en classe de première, nous aurons une autre approche, mais en classe de seconde, on vous demandait généralement d'appliquer préalablement une autre formule pour trouver le nombre d'atomes contenus dans votre échantillon, en utilisant la masse de cet échantillon et la masse d'une entité. Et donc, suite à cela, vous appliquez la relation avec la constante d'Avogadro et vous trouvez la quantité de matière en mol, soit le nombre de paquets d'atomes que représente finalement votre échantillon. En classe de première spécialité, nous allons maintenant parler de masse molaire, qu'on notera grand M. Si on reprend l'exemple d'une mole de fer, donc un paquet de 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de fer, elle sera plus lourde qu'une mole de cuivre, un paquet de 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de cuivre. Pourquoi?
car un atome de fer, il est plus lourd qu'un atome de cuivre, étant donné que son noyau possède plus de nucléons que celui du cuivre. Je vous rappelle que l'atome le plus léger, c'est l'hydrogène, qui ne possède qu'un seul proton. Il est possible de peser une mole de chaque espèce chimique pour en connaître la masse. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemble par exemple une mole de zinc, qui pèse d'ailleurs 65,4 grammes. Vous pouvez aussi voir une mole de carbone, une mole de magnésium, une mole de cuivre, une mole de soufre, de silicium, de plomb et d'étain. La mole qui pèse le plus lourd est celle du plomb, ce qui est normal car le plomb possède 82 protons dans son noyau. Et la mole qui possède la masse la plus faible est le carbone, puisque le carbone ne possède que 6 protons dans son noyau. C'est donc l'atome le plus léger de ceux qui apparaissent sur cette image. Nous allons retrouver les éléments de la photo dans le tableau périodique, et en premier le carbone, puisque c'est celui qui a le moins de protons, et vous savez que les éléments sont classés dans le tableau périodique de celui qui a le moins de protons tout en haut à celui qui en a le plus tout en bas. Après le carbone, nous avions le magnésium, avec un noyau un peu plus lourd qui contient 12 protons. Sur l'image, il y avait également du silicium, encore un peu plus lourd, avec 14 protons dans son noyau. Le soufre juste après. Sur la quatrième ligne, on retrouve le cuivre et le zinc. Puis l'étain à la cinquième ligne. Et enfin, le plomb à la sixième ligne avec ses 82 protons. Si on se concentre à présent uniquement sur le plus léger et le plus lourd, et qu'on zoome sur la case du carbone et du plomb, on constate qu'il y a un nombre avec une virgule indiquée en bas de la case. 12,056 pour le carbone et 207,2 pour le plomb. Ce sont en réalité la masse d'une mole de cet élément, si vous vous souvenez bien de la photographie représentant une mole de chaque élément, puisqu'on avait vu qu'une mole de carbone pesait 12 grammes, tandis qu'une mole de plomb pesait 207 grammes. Donc voilà ce qu'il faut retenir, que chaque espèce chimique, elle a une masse molaire qui lui est propre, et que cette masse molaire, elle est indiquée dans le tableau périodique. Et cela correspond à la masse d'une mole de l'espèce en question. Donc la masse de 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de l'espèce en question. Elle se note grand M et son unité est le gramme par mol, que vous notez gramme fois mol puissance moins 1. Le carbone a par exemple une masse molaire de 12 grammes par mol. Et le plomb, comme on a vu, il a une masse molaire de 207 grammes par mol. Cette masse molaire, grand M, est à ne pas confondre avec la masse, petit m. Voyons rapidement l'analyse dimensionnelle qui permet de comprendre l'unité de la masse molaire. On multiplie donc la masse d'un atome en grammes par le nombre d'atomes contenus dans une mole, soit 6,022 fois 10 puissance 23. 6,022 fois 10 puissance 23, c'est quoi? C'est le nombre d'Avogadro, qui s'exprime en mol puissance moins 1. On multiplie donc des grammes par des mol moins 1, et la masse molaire s'exprime ainsi en grammes par mol. Si je fais le calcul pour le carbone, en prenant la masse d'un atome de carbone, qui pèse 1,995 fois 10 puissance moins 23 grammes, un très petit nombre donc, puisqu'un atome est très léger, et que je multiplie ce nombre par un très grand nombre, qui est la constante d'Avogadro, puisqu'il y a beaucoup d'atomes dans une mole, eh bien on retrouve la valeur du tableau périodique qui est environ de 12 grammes par mol pour la masse molaire du carbone. On aurait presque pu faire ce calcul à la main si on avait moins de chiffres significatifs, car 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 23, ça fait 1. Et il ne reste plus qu'à calculer 1,995 fois 6,022, soit presque 2 fois 6, soit 12 grammes par mol. Retenez donc bien que la masse molaire s'exprime en grammes par mol. Une autre chose à savoir à présent, c'est que la masse molaire d'une espèce moléculaire, elle est égale à la somme des masses molaires des atomes qui la constituent. Donc par exemple, si je veux calculer la masse molaire de l'eau, H2O, qui est donc constituée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, je regarde dans mon tableau périodique et je prends 2 fois la masse molaire de l'hydrogène et j'ajoute une fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire de l'eau est donc de 18 grammes par mol. Vous constaterez qu'on a choisi ici de travailler avec 3 chiffres significatifs,
et de ne pas s'embêter avec tous les nombres qu'il y a après la virgule dans le tableau périodique. Par exemple, la masse de l'hydrogène, nous avons arrondi ici à 1,01, 3 chiffres significatifs. Pour l'oxygène, 3 chiffres significatifs, ça nous donne donc 16,0. Si on cherche à présent la masse molaire du calcaire, de formule brute CaCO3, il faut de nouveau aller chercher dans le tableau périodique et faire cette fois-ci une fois la masse molaire du calcium, plus une fois la masse molaire du carbone, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque la formule brute du calcaire est CaCO3. Et on se retrouve donc, si on ne garde que 3 chiffres significatifs, avec 40,1 plus 12,0 plus 3 fois 16,0. Une masse molaire donc de 100 grammes par mol pour le calcaire. À présent, nous allons calculer la quantité de matière d'un échantillon ou d'un bloc de matière dont vous connaissez la masse. Et tout cela sans passer par la constante d'Avogadro et compter les atomes comme vous le faisiez en classe de seconde. Nous allons voir quelques exemples. Premièrement, on va s'intéresser à la quantité de matière présente dans une bobine de 500 g de cuivre. Je vais donc chercher dans mon tableau périodique quelle est la masse molaire du cuivre, l'élément Cu, et je trouve 63,5. La masse molaire du cuivre est donc de 63,5 g par mol. Autrement dit, une mol de cuivre pèse 63,5 g. Si on me demande quelle est la quantité de matière correspondant à 500 g de cuivre, c'est comme si on me demandait combien est-ce qu'il y a de mol dans une bobine de cuivre de 500 g. Je vais donc diviser la masse de mon échantillon par la masse d'une mol de cuivre que j'ai trouvé dans le tableau périodique. Donc allons-y, divisons la masse de notre échantillon, 500 g, par la masse molaire du cuivre, 63,5 g par mol. On se retrouve donc avec un résultat de 7,87 mol. La quantité de matière de cette bobine, c'est de 7,87 mol. Donc pour déterminer la quantité de matière d'un échantillon à l'aide du tableau périodique, nous avons utilisé cette formule, avec la masse de l'échantillon en grammes, la masse molaire en grammes par mol, et la quantité de matière, petit n, est donc en mol. Attention ici, la masse de votre échantillon doit impérativement être en grammes et non en kilogrammes, puisque vous la divisez par une masse molaire qui vous est donnée en grammes par mol. Si on fait une petite analyse dimensionnelle ici de cette formule, on divise une masse par une masse molaire. On divise en fait des grammes par des grammes fois des mols moins 1. On se retrouve finalement avec comme unité pour le résultat l'inverse de mol moins 1, soit des mols. Ce qui est logique, mais pour cela, il fallait impérativement que la masse de l'échantillon soit en grammes, pour que l'on puisse simplifier l'équation et se retrouver avec une quantité de matière en mol. Voilà ce que vous devez savoir en première sur la masse molaire. Mais répétons un petit peu l'exercice pour se familiariser davantage avec la formule. Cherchons par exemple la quantité de matière présente dans 200 ml d'eau. La première question qu'on peut se poser ici, c'est combien pèse 200 ml d'eau? Combien pèse mon échantillon de matière? Donc maintenant vous savez que 1 ml d'eau ça pèse 1 g, et que donc forcément 200 ml d'eau ça pèsera 200 g. Mais la formule que vous avez utilisée, et dont vous auriez pu avoir besoin si je vous avais demandé la masse d'un autre liquide, c'est la formule de la masse volumique, vue en seconde, ρ égale m sur v. Donc l'eau c'est un corps pur composé de deux types d'atomes, et comme nous avons vu tout à l'heure, il faut aller chercher dans le tableau périodique pour trouver la masse molaire de l'eau, qui est égale à 18 g par mol. J'ai trouvé la masse de mon échantillon, 200 g, et la masse molaire de l'eau, 18,0 g par mol. Je peux donc appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure pour trouver que finalement mon échantillon de matière, mon verre d'eau, contient 11,1 mol. Le résultat est bien en mol puisque j'ai bien divisé des grammes par des grammes par mol. Demandons-nous à présent quelle est la quantité de matière contenue dans 200 ml d'éthanol. L'éthanol ayant pour formule brute C2H6O. Donc attention ici, pour connaître la masse de notre échantillon de matière, la masse de l'éthanol, on va appliquer la formule de la masse volumique vue en seconde. Et grâce aux données de l'exercice, en appliquant cette formule, on trouve que 200 ml d'éthanol, ça pèse 158 grammes. Cette fois-ci, nous avons une molécule qui comporte un petit peu plus d'atomes,
2 de carbone, 6 d'hydrogène et 1 d'oxygène. Mais le principe reste le même. On va aller voir dans le tableau périodique pour trouver les masses molaires correspondantes à ces atomes. Et on réalise le calcul, 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois celle de l'hydrogène, plus 1 fois celle de l'eau. Et on trouve ainsi que la masse molaire de l'éthanol est de 40,1 g par mol. Nous avons donc la masse de notre échantillon et la masse molaire de l'éthanol. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule pour trouver la quantité de matière. Je divise la masse de mon échantillon, 158 g, par la masse molaire de mon espèce chimique, 40,1 g par mol, et je trouve une quantité de matière de 3,94 mol pour mes 200 ml d'éthanol. La méthode reste donc toujours la même. Je trouve la masse de mon échantillon, si elle ne m'est pas déjà donnée. Ensuite, je vais chercher la masse molaire de mon espèce chimique grâce au tableau périodique, puis j'applique la formule. Au niveau du résultat, ici on trouve pour 200 ml d'éthanol une quantité de matière de 3,94 mol, donc bien inférieure à ce qu'on avait trouvé pour l'eau. Nous avions trouvé à peu près 11 mol pour l'eau. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique car une mol, c'est un paquet de molécules. Forcément 6,022 fois 10 puissance 23 molécules. Et comme les molécules d'éthanol sont beaucoup plus grosses que celles de l'eau, on peut former moins de paquets avec les 200 ml. Nous avons vu jusqu'à présent comment trouver les quantités de matière pour des corps purs. Des corps purs simples, comme le cuivre. Mon morceau de cuivre, il était constitué uniquement d'atomes de cuivre. Et on a vu des exemples avec des corps purs composés, comme l'eau, qui est composée uniquement de molécules d'eau, ou l'éthanol, composé uniquement de molécules d'éthanol. On peut complexifier un petit peu la chose en cherchant les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans les mélanges. Pour cela, il faut connaître la composition du mélange. Donc par exemple, ici nous allons parler d'un mélange d'éthanol et d'eau, où on aurait 70% d'éthanol et 30% d'eau. Nous allons garder la même méthode, c'est-à-dire déjà identifier quelle est la masse de chacune de mes espèces dans mon échantillon. On va premièrement devoir indiquer quel est le volume réel d'éthanol parmi ces 200 ml, puis trouver la masse correspondante grâce à la formule de la masse volumique. Et on fera la même chose pour l'eau. Si j'ai 70% d'éthanol dans ce mélange, cela signifie que j'ai 140 ml d'éthanol dans le mélange. Et forcément, comme il n'y a que 2 constituants dans mon mélange, le reste c'est de l'eau, donc on a 60 ml d'eau. Maintenant, je connais le volume réel des 2 constituants. Je peux trouver leur masse grâce à la formule de la masse volumique. La masse volumique étant la masse divisée par le volume, pour trouver la masse, il faut multiplier la masse volumique par le volume. C'est ce qu'on fait avec l'éthanol. 0,79 fois 140 nous donne une masse de 110,6 g d'éthanol dans notre mélange. Et pour l'eau, bon, il y a 60 g d'eau dans le mélange, puisqu'on avait 60 ml, et qu'on sait que la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par millilitre. Ici, concernant les unités, on avait nos masses volumiques en grammes par millilitre, et nos volumes en millilitres. On se retrouve donc bien avec des masses en grammes. Ensuite, la méthode reste la même. Une fois que nous avons la masse de notre échantillon, on va aller chercher la masse molaire de l'espèce chimique correspondante dans le tableau périodique pour pouvoir appliquer la formule. Ici, on a 2 espèces chimiques, donc on va devoir aller chercher les masses molaires pour chacune d'entre elles. La masse molaire de l'éthanol, comme nous l'avons vu, elle est de 40,1 g par mol, et celle de l'eau, elle est de 18 g par mol. Nous appliquerons finalement la formule que vous commencez à connaître, la masse de notre échantillon divisée par la masse molaire de l'entité chimique, et on trouve que notre mélange de 200 ml d'éthanol dilué, il est finalement composé de 2,77 mol d'éthanol et de 3,33 mol d'eau. Nous avons donc trouvé la quantité de matière de chacun de nos constituants dans le mélange. Allez, un dernier petit exemple un peu plus facile, on va parler d'un mélange solide cette fois-ci, de l'acier. L'acier, c'est bien un métal qui est beaucoup utilisé dans l'industrie, en automobile, bâtiment, etc. car il a des bonnes propriétés de résistance grâce au fer, mais qu'il est plus léger que le fer pur grâce au carbone qu'il y a à l'intérieur. L'acier, c'est donc un mélange constitué de 97% de fer et 3% de carbone. Nous allons donc chercher quelle est la quantité de matière de chacun de ces 2 métaux utilisés pour faire l'acier. Nous sommes ici en présence de solides et nous n'avons pas besoin de faire de calcul de masse volumique, nous pouvons directement déterminer la masse de chacun des constituants du mélange. En revanche,
Lorsque nous allons chercher les masses molaires de nos éléments dans le tableau périodique, elles seront données en grammes par mol. Et donc pour pouvoir appliquer la formule de la quantité de matière, il est impératif que les masses qu'on donne sur les constituants de notre mélange soient en grammes. Commençons tout de suite par convertir 2 kg, c'est-à-dire 2000 grammes. Pour le faire, on a 97%, donc 97% de 2000 grammes, ça nous donne 1940 grammes de fer. De même pour le carbone, 3% de 2 kg ou 3% de 2000 grammes, ça nous donne 60 grammes de carbone dans le mélange. Allons à présent chercher la masse molaire de nos éléments dans le tableau périodique. Ici, nous avons de la chance par rapport au mélange liquide car le fer n'est constitué que d'atomes de fer. Nous n'avons pas besoin d'additionner la masse molaire de plusieurs éléments comme c'était le cas avec les molécules d'eau ou d'éthanol. Ici, nous avons simplement 1940 g de fer dont la masse molaire est de 55,8 g par mol et 60 g de carbone dont la masse molaire est de 12 g par mol. Il nous reste à appliquer notre formule. Pour le faire, je divise la masse de fer contenue dans l'échantillon, soit 1940, par la masse molaire du fer, et je trouve 34,8 mol de fer. De même pour le carbone, 60 divisé par 12 me donne 5 mol de carbone. Donc dans mon morceau d'acier, il y a 34,8 mol de fer et 5 mol de carbone. Nous avons, grâce à la masse molaire, trouvé les quantités de matière présentes dans des échantillons de corps purs ou de mélange, des espèces liquides et solides. Nous allons à présent parler des espèces gazeuses, et pour cela nous allons aborder une nouvelle notion, la notion de volume molaire. Il s'agit du volume occupé par une mole de gaz. On la notera grand V, indice petit m, et elle s'exprimera en litres par mol. Rappelons qu'une mole, c'est un paquet de 6,022 x 10 puissance 23 entités chimiques. Donc si mon gaz, c'est du dioxygène par exemple, son volume molaire, c'est le volume qui comprend exactement 6,022 x 10 puissance 23 molécules de dioxygène. Par exemple, mon ballon bleu. Maintenant, si mon gaz, c'est du diazote, son volume molaire, c'est le volume qui comprend 6,022 x 10 puissance 23 molécules de diazote. Par exemple, le ballon vert. Vous constatez ici que les deux ballons y sont de volumes égaux. En effet, le volume molaire, c'est-à-dire la place occupée par une mole d'un gaz, elle ne dépend pas de la nature du gaz. Une mole de dioxygène, elle va occuper le même espace qu'une mole de diazote. Donc retenez bien que le volume molaire ne dépend pas de la nature du gaz, ou autrement dit, le volume molaire est le même pour tous les gaz. Quel que soit le gaz, le volume occupé par une mole sera de 24,5 litres. Autrement dit, le volume molaire des gaz est de 24,5 litres par mol. Cela vaut pour une température de 25 degrés Celsius et lorsque nous sommes dans les conditions de pression atmosphérique normale. Lorsque la pression augmente, dans le cas des anticyclones par exemple, les particules elles se resserrent entre elles et nous allons pouvoir observer du brouillard. Dans ce cas, le volume molaire il diminue, c'est-à-dire la place occupée par 6,022 x 10 puissance 23 entités chimiques devient beaucoup plus petite. Lorsque la pression elle diminue, en revanche, comme c'est le cas en altitude, les particules elles vont s'éloigner les unes des autres et le volume molaire il va augmenter. Mais dans des conditions de pression normale, le volume molaire il vaut 24,5 litres par mol pour tous les gaz. Ceci dans des conditions de température normale également. Donc effectivement, la température elle aussi elle va influencer l'espace que vont occuper les 6,022 x 10 puissance 23 entités chimiques. Si la température elle chute, les particules elles vont se rapprocher et le volume molaire il va diminuer. D'ailleurs, si la température elle est assez basse, les molécules elles vont se rapprocher suffisamment pour que de la neige se forme. En revanche, si la température augmente, les particules vont s'espacer et le volume molaire va augmenter. Tout ça pour dire que le volume molaire d'un gaz il peut varier en fonction des conditions de pression et de température. Mais retenez bien qu'il ne dépend pas de la nature du gaz. Le volume molaire d'un gaz il a une certaine valeur qui vous sera donnée dans les exercices et qui, par exemple, dans les conditions de pression et de température normale, vaut 24,5 litres par mol. Donc, comme pour la masse molaire avec les solides et les liquides, nous allons ici avoir une relation qui nous permet de déterminer la quantité de matière dans l'échantillon de gaz. Pour trouver la quantité de matière petit n, on divise donc grand V
le volume de notre échantillon par grand V indice petit m, le volume molaire du gaz. Nous n'allons pas refaire l'analyse dimensionnelle ici, mais de la même manière que précédemment, il faut faire très attention aux unités. Le volume de votre échantillon doit être en litres, étant donné que le volume molaire de votre gaz, il est toujours donné en litres par mol. Voyons tout de suite un exemple et admettons que vous avez un échantillon d'argon stocké au frais dans un conteneur d'1 mètre cube. On maintient la température de ce gaz à 0 degrés Celsius. Ce qui nous est donné ici, c'est le volume de notre échantillon de gaz. Sauf qu'on le veut en litres pour pouvoir appliquer la formule. Donc 1 mètre cube, c'est un espace où on peut mettre 1000 litres de liquide. Et le volume de notre échantillon de gaz, ce sera donc 1000 litres. Le but, comme avec la masse molaire, c'est de trouver quelle est la quantité de matière de votre échantillon. Le volume de votre échantillon, ici c'est un conteneur de 1000 litres, et le volume molaire doit vous être donné dans l'énoncé de l'exercice. Il faut bien lire et ne pas confondre les deux. Le volume molaire, il vous sera toujours donné en litres par mol. Dans ce cas précis, où on est à 0 degrés Celsius et sous pression atmosphérique, le volume d'un gaz, quel qu'il soit, est de 22,4 litres par mol. Il suffit donc d'appliquer la formule que l'on vient de voir pour déterminer la quantité de matière. J'applique donc ma formule, 1000 litres divisé par 22,4 litres par mol, ce qui nous donne une quantité de matière de 44,6 mol. Il y a 44,6 mol d'argon dans mon conteneur. Je laisse le résultat avec 3 chiffres significatifs puisque dans l'énoncé, on me donne le volume molaire avec 3 chiffres significatifs. Parlons à présent de la concentration molaire. On va s'intéresser ici aux solutions obtenues par dissolution. Donc la dissolution, vous avez vu ça dans les classes antérieures, ça consiste à dissoudre une espèce solide avec un solvant. Les particules elles vont se mélanger avec celles du solvant, les particules du solide, et elles vont devenir si petites qu'elles ne seront plus perceptibles à l'œil nu. On a alors obtenu notre solution. Le but ici, ça va être de déterminer quelle est la concentration molaire de la solution. Cette concentration molaire, on l'appelle parfois aussi la concentration en quantité de matière. Pour trouver cette concentration molaire, qu'on note grand C, nous allons avoir besoin de deux grandeurs. La quantité de matière du soluté, petit n, que nous allons diviser par le volume de la solution, grand V. Voici donc la relation à retenir qui relie les trois grandeurs. Grand C est égal à petit n sur grand V. On va diviser une quantité de matière en mol par un volume en litres. On obtiendra donc une concentration molaire qui s'exprimera en mol par litre. Attention ici, cette formule elle vous rappelle certainement les calculs de concentration massique que vous avez pu faire en classe de seconde lorsque vous étudiez les dissolutions et les dilutions. Le calcul était différent puisque à l'époque vous divisez une masse par un volume et votre concentration massique elle s'exprimait généralement en grammes par litre. Ici on parle de quantité de matière et la concentration qui nous intéresse c'est bien la concentration molaire qu'on note grand C et qui s'exprime en mol par litre. Voyons un petit exercice d'application juste pour bien se familiariser avec la formule. Si je dissous 3,5 mol de saccharose dans 200 ml d'eau, quelle va être la concentration en quantité de matière de ma solution? Donc on prend bien les informations dans le texte et on applique la formule. Je divise 3,5 mol par 200 ml d'eau, que je n'oublie pas de convertir en litres, étant donné que je veux ma concentration molaire en mol par litre. Cela me fait 3,5 divisé par 0,200, soit 0,0175 mol par litre. Dans mon énoncé, les nombres m'étaient donnés avec 3 chiffres significatifs. Comme vous voyez avec 3,5 mol qui est écrit 3,50. Bien montrer qu'on veut un résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc plutôt que d'avoir plein de zéros qui précèdent mes chiffres significatifs dans le résultat, je vais écrire mon résultat en écriture scientifique en conservant uniquement 3 chiffres significatifs, 1,75. J'ai donc une concentration molaire de 1,75 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On n'oublie bien évidemment pas de mettre l'unité. Lorsque vous avez une formule qui relie 3 grandeurs, il vous faut en connaître 2 pour trouver la troisième. Mais on ne va pas toujours vous demander la même grandeur. On peut vous en demander une des deux autres. On peut très bien vous demander par exemple de trouver la quantité de matière de soluté présente dans une solution
et non pas la concentration molaire de la solution elle-même. Dans ce cas, je vais avoir besoin des deux autres grandeurs, et elles me seront forcément données dans l'exercice. Ici, on donne par exemple le volume de la solution, 500 ml, et la concentration molaire de la solution en mol par litre. Je reprends donc ma formule, mais je l'adapte ici avec une règle de 3. Chaque formule qui relie 3 grandeurs, on peut l'écrire de 3 manières différentes. Une première écriture, c'est celle que nous avons vue, nous permettait de trouver la concentration molaire. Une seconde écriture de cette formule peut nous permettre de trouver la quantité de matière. Pour cela, on doit isoler le petit n. Cela implique de passer le grand V de l'autre côté. Puisque le V était en bas, il va se retrouver en haut lorsqu'on le passe de l'autre côté, multiplié au C. Donc notre petit n, il est égal à C fois V. On pourrait également écrire cette formule d'une troisième manière en isolant le volume, si c'est la grandeur qui nous est demandée. Ainsi, pour isoler le volume, on aurait dû passer la concentration de l'autre côté, et puisque la concentration était en haut, elle va se retrouver en bas, au dénominateur. Mais dans cet exercice, nous cherchons la quantité de matière, petit n, donc prenons la deuxième écriture de la formule. Je fais ensuite mon application numérique en n'oubliant pas de convertir mon volume. La concentration molaire étant donnée en mol par litre, mon volume devra être en litres si je souhaite retrouver une quantité de matière en mol. Attention, cette fois dans l'énoncé, on me donne la concentration molaire avec deux chiffres significatifs, 1,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On attend donc que je donne le résultat avec deux chiffres significatifs également. Donc mon résultat, je le donne 7,5 fois 10 puissance moins 2 mol. On n'oublie pas l'unité, on cherchait une quantité de matière, et une quantité de matière, elle s'exprime bien en mol. C'est le nombre d'entités chimiques, un nombre de paquets d'entités chimiques. Voyons un dernier type d'exercice qu'on peut vous demander. Ici, admettons qu'on prépare une solution en mettant 4,5 g de soluté dans une fiole de 100 ml. Nous obtiendrons donc une solution de 100 ml. Mais quelle sera la concentration molaire de cette solution? Attention ici, ne soyez pas tenté d'appliquer la formule de seconde en divisant directement la masse par le volume pour trouver la concentration massique. Nous cherchons bien une concentration molaire, en mol par litre. Il nous faut donc diviser une quantité de matière par un volume. La quantité de matière n'étant pas donnée dans l'énoncé, comment est-ce qu'on fait pour la trouver? Eh bien, il faut en réalité d'abord utiliser la formule qui relie la quantité de matière à la masse molaire que nous avons vue au début de ce cours pour déterminer la quantité de matière. Souvenez-vous, la masse totale de notre échantillon nous est déjà donnée. Ce sont les 4,5 g de chlorure de fer 3 que l'on a dissous. La masse molaire ne nous est pas donnée, mais on peut aller la récupérer grâce à notre tableau périodique. Donc pour notre soluté, il s'agit de molécules de FeCl3. On a donc deux éléments à aller chercher. Pour trouver la masse molaire, on additionne une fois la masse molaire du fer avec 3 fois la masse molaire du chlore, ce qui va nous donner 162 g par mol. Ici, nous avons gardé 3 chiffres significatifs pour les calculs, car les données de l'énoncé nous sont présentées avec 3 chiffres significatifs. 4,5 g, il est écrit 4,50 g. C'est forcément qu'on attend de vous que vous donniez le résultat avec 3 chiffres significatifs. Comme nous avons la masse de notre échantillon et la masse molaire du FeCl3, nous allons pouvoir trouver la quantité de matière de soluté en divisant l'un par l'autre, comme nous avons fait au début du cours. Nous allons toujours garder 3 chiffres significatifs, comme dans l'énoncé, et nous obtenons une quantité de matière de 2,78 fois 10 puissance moins 2 mol. Nous avons donc le volume de la solution et la quantité de matière du soluté. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule pour trouver la concentration molaire. J'applique donc la formule, C est égal à N sur V, en prenant bien soin de convertir le volume en litres. 1 ml, c'est 10 puissance moins 3 litres. Donc 100 ml, c'est 100 fois 10 puissance moins 3 litres. Voici un calcul qu'on peut faire sans la calculatrice, puisque 100, c'est 10 fois 10, ou bien 10 puissance 2. Et on connaît plusieurs propriétés qui peuvent nous aider à manipuler les puissances de 10. Mis à part notre 2,78, nous n'avons que des puissances de 10. En bas, au dénominateur, nous avons 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3, ce qui nous donne 10 puissance moins 1. Puisque 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B, comme vous le voyez dans la première propriété. Nous avons donc 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance moins 1, ce qui nous donne 10 puissance moins 2 moins 1, en appliquant la deuxième propriété. On se retrouve finalement avec un résultat de 2,78
simplement fois 10 puissance moins 1 mol par litre pour la concentration molaire. On n'oublie pas l'unité. Donc pour résumer, ici nous avons eu besoin d'appliquer successivement deux formules du cours pour retrouver finalement la concentration molaire. Depuis le début de cette leçon, nous avons déjà vu trois formules avec la quantité de matière. Une formule avec la masse molaire qui s'exprime en grammes par mol, une formule avec le volume molaire qui s'exprime en litres par mol, et une formule avec la concentration molaire qui elle s'exprime en mol par litre. Il faut bien retenir ces trois formules et connaître les unités utilisées pour chacune des grandeurs. C'est important à ce niveau de faire une fiche de cours et de s'entraîner avec des exercices déjà. Mais terminons ce cours avec une dernière grandeur qui nous permet de déterminer la composition de notre système chimique ou de nos solutions initiales. Il s'agit de l'absorbance. L'absorbance d'une solution, elle dépend directement de la concentration molaire que nous venons de voir. Ces deux grandeurs, l'absorbance et la concentration molaire, elles sont reliées par la loi de Beer-Lambert. Absorbance est égale à K fois C. Nous verrons un petit peu plus tard ce que c'est le K dans l'équation. Mais simplement, cette loi de Beer-Lambert, elle nous dit que la concentration, elle est proportionnelle à l'absorbance. C'est-à-dire que si la concentration d'une solution diminue, l'absorbance de cette solution, elle diminue également. Et lorsqu'on se retrouve avec une solution très peu concentrée, l'absorbance est très faible, comme la couleur. En revanche, si la concentration d'une solution augmente, l'absorbance va augmenter. Lorsqu'on a une solution qui est très concentrée, comme un sirop où vous avez mis beaucoup trop de grenadine, l'absorbance sera grande et le sirop sera foncé puisqu'il absorbe beaucoup de radiation lumineuse. Donc retenez bien la loi de Beer-Lambert. Sachez aussi que l'absorbance peut être mesurée de manière expérimentale en utilisant un spectrophotomètre. On place un échantillon de solution colorée dans l'appareil et il va nous donner une valeur pour l'absorbance. Plus la valeur est élevée, plus la solution est concentrée et donc foncée. Plus la valeur est faible, moins la solution est concentrée et donc elle est claire. Si la valeur est égale à 0, la solution elle n'est pas concentrée, elle est incolore et elle n'a aucune absorbance. Maintenant, admettons que vous avez différentes solutions colorées que vous avez préparées vous-même à partir d'un même soluté. Vous avez préparé par exemple 5 solutions plus ou moins concentrées. Vous connaissez la quantité de matière que vous avez mis dans chacune de vos solutions et leur volume. Vous connaissez donc la concentration molaire de chacune de vos solutions grâce à la formule C est égal à N sur V que nous avons vu précédemment. Vous avez donc 5 solutions avec une concentration molaire plus ou moins forte et que vous connaissez. Et bien, en mesurant l'absorbance de chacune de vos solutions, vous allez être capable de tracer ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage, en utilisant un graphique avec la concentration molaire en abscisse et l'absorbance en ordonnée. La solution 1, qui est la plus foncée, va vous donner la plus grande valeur d'absorbance, car c'est celle qui est la plus concentrée. La solution 5, qui est la plus claire, va vous donner la plus petite valeur de l'absorbance, puisque c'est celle qui a la plus petite concentration molaire. On constate également que tous les points sont alignés et que, en les reliant, on obtient une droite qui passe par l'origine. Ceci est dû au fait que nos deux grandeurs, l'absorbance et la concentration molaire, sont proportionnelles. Cette courbe d'étalonnage, elle va nous servir à faire deux choses. Donc, premièrement, vous pouvez avoir une solution qui a été préparée avec le même soluté, mais dont vous ignorez la concentration molaire. Dans ce cas, vous pouvez mesurer l'absorbance de cette solution inconnue, puis grâce à votre courbe d'étalonnage, vous allez pouvoir retrouver la concentration molaire qui correspond à la couleur de votre solution. C'est ce qu'on peut vous demander en séance de travaux pratiques, de construire une courbe d'étalonnage avec des solutions de concentration connues, puis de trouver la concentration d'une solution inconnue en lisant sur cette courbe d'étalonnage. Donc une courbe d'étalonnage, elle va nous permettre de relier deux grandeurs, A et C, comme vous venez de le voir. Et étant donné que les deux sont proportionnels, vous aurez un coefficient de proportionnalité petit k qui va définir la pente de votre courbe. Et ce petit k, il va dépendre du type de solution. Si vous avez des solutions de permanganate violette, vous aurez une certaine valeur pour le petit k et une certaine courbe d'étalonnage. Mais si vous avez des solutions de dichromate, qui elles ont une teinte orange, vous aurez une autre valeur pour le petit k et une autre courbe d'étalonnage qui sera différente et qui passera par d'autres points. Une deuxième chose qu'on peut donc vous demander de faire avec une courbe d'étalonnage,
c'est de trouver le coefficient de proportionnalité petit k qui dépend majoritairement de la nature du soluté présent dans vos solutions. Voyons donc comment trouver le petit k. Nous sommes dans le cas d'une fonction linéaire avec deux grandeurs proportionnelles comme nous avons dit, et donc on a une droite qui passe par l'origine du graphique. En mathématiques, ce type de droite elle a pour équation y est égal à a fois x. Pour trouver le coefficient directeur, il nous suffit de prendre les coordonnées de deux points et de faire y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Ici, notre coefficient directeur, c'est le petit k de la loi de Beer-Lambert. Et l'absorbance, c'est la grandeur en ordonnée. Donc les valeurs de y1 et y2, nous devrons les remplacer par deux valeurs d'absorbance. Et la grandeur en abscisse, c'est la concentration molaire. Donc les valeurs de x1 et x2, on devra les remplacer par deux valeurs de concentration molaire correspondantes aux deux valeurs d'absorbance. Si on lit bien les valeurs de nos deux absorbances A2 qui vaut 1 moins A1 qui vaut 0,5 et on les divise par la différence de nos deux concentrations molaires correspondantes, 4,0 fois 10 puissance moins 3 pour C2 et 2,0 fois 10 puissance moins 3 pour C1, on se retrouve avec un coefficient de proportionnalité pour notre courbe d'étalonnage qui vaut 250 au vu de ce graphique. Donc nous avons vu comment retrouver le petit k à partir d'une courbe d'étalonnage. Maintenant, demandons-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce petit k et quelle est son unité. Sachant que l'absorbance est une grandeur sans unité et que la concentration molaire s'exprime en mol par litre. Puisque notre absorbance n'a pas d'unité, il faut que la partie droite de notre équation de Beer-Lambert n'ait pas d'unité non plus. Autrement dit, il faut que l'unité du petit k s'annule avec l'unité de la concentration molaire. Cela signifie que notre coefficient de proportionnalité petit k, il doit s'exprimer en litres par mol. Intéressons-nous maintenant à de quoi dépend réellement le petit k. Il dépend surtout de la nature des solutions traversées par la lumière. Mais pas que. Il va dépendre également de l'épaisseur de la solution traversée, qu'on note petit l et qui s'exprime en centimètres. C'est pour cela que lorsqu'on fait des mesures d'absorbance et qu'on trace des courbes d'étalonnage, il faut toujours utiliser les mêmes cuves, les mêmes petits récipients. Donc petit k il est égal à L fois epsilon. Epsilon, lui, c'est le coefficient d'absorption molaire qui est propre à la nature de la solution. Epsilon s'exprime en litres par mol et par centimètre. Pourquoi par centimètre? Car lui, il va dépendre aussi de la longueur d'onde utilisée pour mesurer les absorbances avec le spectrophotomètre. Mais nous en reparlerons plus tard. On constate simplement que de nouveau, nos unités à droite de l'équation, elles s'annulent, ce qui est impératif étant donné que l'absorbance n'a pas d'unité. Retenez surtout la première écriture de la loi de Beer-Lambert, qui est plus générale, avec le petit k comme coefficient de proportionnalité, et souvenez-vous que ce petit k, vous pouvez le déterminer grâce à une courbe d'étalonnage en utilisant la formule mathématique qui permet de trouver le coefficient directeur d'une droite. Et retenez également que la courbe d'étalonnage, vous pouvez la tracer en travaux pratiques en mesurant l'absorbance de solutions de concentration molaire différentes et connues. Tout à l'heure, nous avons dit qu'une solution très peu concentrée allait être très claire et avoir une très faible absorbance, puisqu'elle va absorber très peu de radiation lumineuse. D'ailleurs, si une solution est incolore, elle n'absorbe aucune radiation lumineuse. Et en revanche, si une solution absorbe des radiations lumineuses, elle est colorée. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les solutions elles vont absorber la lumière blanche, puis elles vont émettre un spectre qui va être caractéristique de chaque solution. Vous constatez que le spectre émis par la solution incolore est un spectre continu, identique au spectre de la lumière blanche, ce qui est normal puisqu'il n'absorbe aucune radiation lumineuse. En revanche, le spectre émis par la solution colorée est un spectre discontinu, autrement appelé spectre d'absorption. Et c'est ce spectre-là qui est utilisé pour mesurer l'absorbance d'une solution. Le spectrophotomètre va nous permettre de tracer cette courbe de l'absorbance en fonction des radiations lumineuses. On obtient ici des valeurs d'absorbance élevées pour des longueurs d'onde comprises entre 480 et 580 nanomètres, ce qui correspond à la partie verte du spectre lumineux, qui a été totalement absorbée par la solution. Vous vous souvenez que pour tracer une courbe d'étalonnage, en travaux pratiques, on ne retient qu'une seule valeur d'absorbance par solution.
On demandera par exemple pour des solutions violettes de permanganate de potassium de retenir la valeur de l'absorbance que pour une longueur d'onde de 540 nanomètres, qui semble être l'endroit où notre courbe elle est maximale. Cela va nous permettre d'avoir une valeur assez précise de l'absorbance, même lorsque vos solutions elles sont faiblement colorées. C'est également important de réaliser toutes les mesures lorsqu'on fait une courbe d'étalonnage avec une longueur d'onde fixe, pour ne pas modifier la valeur de notre coefficient de proportionnalité petit k. Maintenant, revenons au spectre d'absorbance et admettons que vous avez deux solutions de nature différente, mais que je vous en cache la couleur. Je vous donne juste le spectre d'absorption. Et vous devez, à partir de cela, deviner la couleur de la solution en fonction de son spectre d'absorption. On a ici deux solutions qui nous donnent deux spectres d'absorption différents. La première, elle absorbe les couleurs vertes et elle a un pic d'absorption vers les 520 nanomètres. Et la seconde, elle absorbe les couleurs rouges avec un maximum d'absorption pour des radiations de 640 nanomètres. En réalité, c'est le cercle chromatique que vous pouvez être amené à utiliser en cours de travaux pratiques qui va vous permettre de deviner la couleur des solutions en fonction des radiations qu'elles absorbent. Il suffit de tracer une ligne droite partant de la longueur d'onde absorbée et passant par le centre du cercle pour déterminer la couleur de la solution. Si une solution absorbe du jaune, ou autrement dit des radiations colorées de l'ordre de 580 nanomètres, alors la solution sera de couleur bleu indigo, puisque le bleu se trouve en face du jaune sur le cercle chromatique. Revenons donc à nos solutions dont je vous ai demandé de me trouver la couleur. La première, vous l'avez peut-être déjà reconnue étant donné qu'on a étudié le spectre tout à l'heure, c'est du permanganate de potassium. En effet, si on regarde le cercle chromatique, le vert qui est absorbé est en face du violet. Donc une solution qui absorbe des radiations lumineuses vertes aura une couleur violette. La deuxième solution dont je vous ai demandé la couleur, nous ne l'avions pas encore vue. Mais nous savons, d'après son spectre d'absorbance, qu'elle absorbe des radiations de l'ordre de 640 nanomètres. Autrement dit, elle absorbe le rouge. Et d'après le spectre chromatique, une solution qui absorbe le rouge aura une teinte bleu cyan, étant donné que ce bleu se trouve en face du rouge orangé sur le cercle chromatique. La deuxième solution était donc une solution de sulfate de cuivre anhydre qui a bien une teinte bleu clair. Voilà qui conclut notre premier chapitre de niveau première spécialité, avec 4 notions importantes à connaître: la masse molaire, le volume molaire, la concentration molaire et enfin l'absorbance. Cela fait beaucoup d'informations, je vous invite à télécharger la fiche de cours dans la description et à faire le petit QCM au dos pour voir si vous avez bien compris la leçon. Et surtout, à faire des exercices, à pratiquer, à s'exercer pour réussir vos évaluations. Je vous invite par ailleurs à regarder la vidéo des exercices sur ce chapitre.